Ben, merci beaucoup Francis pour cette invitation. Merci Omar. Je suis très heureux de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. La chance qu'on a, c'est que c'est une maladie fréquente, donc on a quand même des données assez robustes sur ce genre de sujet. Euh, donc le sujet, c'est la prévention et le dépistage du cancer colorectal. Pour qui, quand et comment. Donc voilà globalement le plan que je vous propose. Quelques mots d'épidémiologie dans le monde et en Suisse. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à dépister cette maladie? Quels sont les facteurs de risque du cancer colorectal? Quelles sont les mesures préventives que l'on peut aborder? Comment dépister ce cancer? Qui dépister? Et puis, quels sont les axes d'amélioration potentiels? Alors, en termes d'épidémiologie, donc c'est une maladie très fréquente, comme je vous le disais. Au niveau mondial, on se rapproche des 2 millions de nouveaux cas annuels, ce qui situe ce cancer en troisième en termes d'incidence. C'est un cancer meurtrier avec 930 000 décès de par le monde annuellement. C'est donc le deuxième cancer le plus meurtrier. Il y a une répartition inégale sur la Terre avec une incidence qui est très importante en Amérique du Nord, en Europe occidentale, en Australie, en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, inversement, il y a une incidence nettement moins importante en Afrique et puis dans une bonne partie de l'Asie du Sud notamment. Cette maladie concerne les hommes et les femmes avec une prédominance masculine tout de même. Voilà, en Suisse à droite, là, donc ça correspond à 4300 nouveaux cas par an, avec, comme vous le voyez, 2300 hommes et 1800 femmes, ce qui occasionne 1700 décès par an. L'âge médian au diagnostic est de 70 ans. En Suisse, ça concerne 4% des patients à l'âge de 80 ans, c'est-à-dire une personne sur 25. Et l'espérance de vie en rapport avec cette maladie est en Suisse particulièrement élevée. Le pronostic dépend bien sûr du stade de la maladie, avec une maladie très nettement curable lorsqu'elle est prise au stade initial, au stade 1, à plus de 93% de survie en Suisse à 5 ans. Inversement, l'espérance de vie s'effondre dans les stades 4, à 12% à peu près de survie à 5 ans. Voilà, pour situer cette maladie dans le cadre des autres maladies, des autres cancers en Suisse. Donc, vous voyez les hommes à gauche, les femmes à droite. En bleu, c'est l'incidence et en rouge, la mortalité. Vous voyez que chez les hommes, c'est en, le deuxième cancer en incidence et chez les femmes aussi. La mortalité par cancer colorectal, c'est 11% des décès par cancer en Suisse. Bon, alors pourquoi dépister? Pourquoi dépister? Parce que c'est une maladie qui est fréquente, qui est grave, que l'on dispose de moyens très efficaces, assez puissants pour prévenir cette maladie. On connaît les séquences d'évolution de cette maladie. Et la constitution d'un cancer du côlon, ça prend à peu près 10 ans globalement, et il y a toutes les étapes intermédiaires en prévention primaire et en prévention secondaire, notamment sur lesquelles on peut intervenir pendant toutes ces années pour éviter la survenue du cancer. C'est aussi parce que on a des moyens et que plus on intervient tôt, plus on est efficace, comme je vous le disais. Donc les chiffres réapparaissent là sur votre gauche. Ce qui est intéressant sur la diapo le diagramme du milieu, c'est de voir que notre objectif, vous voyez ce qui est encerclé en rouge, c'est d'augmenter la proportion de diagnostic par le biais d'un dépistage efficace plutôt que par l'apparition des symptômes. Parce que quand les symptômes du cancer colorectal arrivent, c'est-à-dire bien sûr les rectorragies, hématokésie, douleur abdominale, amaigrissement, etc., on est dans 50% des cas dans les stades 3 ou 4. Donc là, on risque d'emblée c'est-à-dire atteinte ganglionnaire, voire métastatique. Donc on risque déjà de courir un peu derrière le cancer. Donc là, les diagrammes, il y a des décennies en fait. Décennies 1980-1989 en vert, 1990-1999 en rose, 2000-2009 en bleu. Vous voyez que
avec le développement petit à petit du dépistage, eh bien, l'apparition en stade le mode de découverte au moment du symptôme doit continuer à baisser avec les années. Ok. Voilà, vous avez à droite, en gros, c'est pour avoir une image sur la Suisse. En haut à droite, c'est, comme je vous le disais, 4% des patients qui vont être atteints d'un cancer colorectal. Dans le cadre d'un dépistage, donc sans dépistage, il y a la moitié de ces patients qui vont décéder de leur cancer. Donc à 80 ans, il y aura 2% de la population suisse qui va décéder du cancer du côlon. Dans la population qui se soumet à un dépistage, on diminue par 2 cette mortalité. Ça, c'est pour vous montrer l'efficacité de la puissance du dépistage. Là, lorsque le FIT, le test immunologique fécal, est revenu positif, voilà ce que donnent les coloscopies, motivées par le FIT positif. Donc, vous voyez à gauche, la coloscopie motivée par le FIT positif, elle trouve dans 40% des cas des néoplasies avancées. Donc 5,4% d'authentiques cancers, 35% d'adénomes avancés. Les adénomes avancés, c'est adénomes avec une composante vileuse supérieure à 1 cm, dysplasie de haut grade ou plus de 3 adénomes. Voilà. Par contre, les faux positifs, c'est à peu près 40%. Et puis, dans les cancers qui sont alors diagnostiqués, eh ben, il y en a 2 tiers qui sont encore en stade 1 ou 2. Donc les 2 tiers des cancers diagnostiqués par un FIT positif chez un patient par définition qui n'avait pas de symptômes, la grande majorité des cas vont être curables. Alors, donc, c'est intéressant parce que ça améliore considérablement la survie, mais ça coûte moins cher également de prendre en charge tôt ces patients. Le coût est estimé 4 à 5 fois moins cher quand il est pris en charge tôt. Et puis, bien sûr, la qualité de vie des patients est davantage respectée. Dans les populations un peu particulières à risque, notamment chez les patients qui ont des antécédents familiaux, le risque de la réduction de la mortalité va jusqu'à 60% versus 30 ou 40% pour le reste de la population. Chez les patients qui ont une MICI, la surveillance adaptée permet également de diminuer drastiquement la mortalité par cancer du côlon. Alors, quels sont les facteurs de risque? C'est des choses qui ne sont pas très... je pense que vous devez le savoir largement. Il y a des facteurs de risque modifiables et d'autres non modifiables. Donc les non modifiables, bien sûr, c'est l'âge, le sexe masculin, les facteurs génétiques, et puis il y a aussi les facteurs familiaux de manière plus générale. Sur ce diagramme, vous pouvez voir que, juste pour donner un exemple, dans les facteurs de prédisposition génétique, je mettrai une autre slide, mais globalement, ces formes génétiques sont de plus en plus fréquentes. Plus l'âge de diagnostic est jeune, plus la proportion de cancers développés dans le cadre d'une prédisposition génétique est importante. Et les cas chez les jeunes augmentent de manière assez préoccupante sur ces dernières années, particulièrement en Amérique où désormais le dépistage débute à 45 ans, mais également en Europe de plus en plus. Et puis les prédispositions génétiques, j'en parlerai un peu plus après. Elles sont importantes à savoir parce que certaines prédisposent dans de telles proportions qu'elles méritent parfois des chirurgies prophylactiques et dans tous les cas des coloscopies. Par exemple, polypose adénomateuse familiale, il y a un risque qui est quasiment de 100% de développer un cancer du côlon dès l'âge de 40 ans. Les Lynch, c'est plutôt 50%. Donc, alors, les facteurs de risque modifiables, vous les voyez apparaître. Donc, il y a l'obésité, l'alimentation qui sont quand même souvent liées, ainsi que le manque d'exercice physique, les intoxications tabagiques et les consommations excessives d'alcool. Les facteurs inflammatoires, c'est souvent lié avec l'alimentation, l'exercice physique, le tabagisme. Il y a quand même pas mal de ces facteurs de risque qui sont liés les uns avec les autres. Mais ça fait pas mal de choses sur lesquelles on peut jouer. Voilà,
un mot sur une étude, une revue systématique, une méta-analyse de nombreuses études qui a été publiée en avril 2017, qui est très robuste et qui a évalué donc les risques relatifs de cancer colorectal en fonction de 12 groupes alimentaires que vous voyez là, les céréales complètes, les céréales raffinées, les légumes, les fruits, les noix, les légumineuses, les œufs, les produits laitiers, les poissons, les viandes rouges, les viandes transformées, les boissons sucrées comme le Coca-Cola. Euh, et ces études sont assez robustes et voici les principaux résultats qui sont faciles à retenir. Le message, c'est voici les aliments qui protègent significativement du cancer colorectal. Les céréales complètes à partir de 30 grammes par jour, les légumes à partir de 100 grammes par jour, les fruits et les produits laitiers. C'est très significatif. Pour les aliments inversement qui augmentent le risque, il y a la viande rouge et puis les viandes transformées. Voilà. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un effet dose-réponse pour les aliments qui augmentent pour ceux qui protègent comme pour ceux qui augmentent le risque. Par exemple, pour la viande transformée, il est estimé que tous les 50 grammes supplémentaires, ça augmente de 18% le risque de faire un cancer du côlon. Inversement, pour les fibres, et notamment les céréales complètes, diminution de 17% tous les 10 grammes de fibres en plus par jour. Donc en fait, on a de quoi motiver un peu les patients. Voilà, alors, les mesures préventives, eh ben, elles découlent directement de ces facteurs de risque en ce qui concerne la prévention primaire. Ok. Donc pour la mesure de prévention primaire, je rajoute, donc voilà les aliments et les modes de vie, je viens de vous dire l'essentiel. Il faut favoriser ces produits. En ce qui concerne le sport, la sédentarité, l'obésité, ce qui est recommandé, et ce qui est démontré, c'est que de faire 150 minutes par semaine de sport, eh bien, ça diminue de 25 à 30% le risque de cancer du côlon. C'est-à-dire la même proportion que d'arrêter le tabac, avec également des effets dose-réponse. Donc, on a pas mal de choses à conseiller à tous nos patients parce que c'est valable pour pas mal de maladies. En termes de prévention chimique, il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui ressort à l'heure actuelle. Les deux grandes pistes, c'était la supplémentation en calcium. Ça a été, donc le traitement en calcium, de supplémentation en calcium, ça a montré quand même de manière assez nette, sur des études danoises notamment, que ça diminuait le risque de récidive des adénomes du côlon. Mais en fait, il y a par ailleurs des effets secondaires au niveau des lithiases rénales, etc., qui ne permettent pas de recommander ça. Par contre, on a vu juste avant que les apports laitiers significatifs préviennent. Donc, le message, c'est de prendre des produits laitiers, mais pas de supplémentation calcique. Pour l'aspirine, il y a eu plein d'espoirs et plutôt pas mal de déceptions. Il y a eu des études observationnelles initialement qui suggéraient un effet protecteur du cancer colorectal à tous les niveaux, du fait de la composante anti-inflammatoire, etc. Et puis les études cliniques, par contre, randomisées, elles sont beaucoup moins concluantes. Il y en a une d'ampleur qui a été faite, qui s'appelle l'étude ASPRI, sur plus de 19 000 patients, qui était donc pour tous les proposés pour les patients de plus de 65 ans, étude randomisée. Et cette étude, elle est clairement négative. Il y a même une augmentation de la mortalité liée au cancer, probablement par davantage d'hémorragie digestive, d'hémorragie cérébrale également. Donc voilà, en prévention secondaire en adjuvant, c'est l'étude ASCOLT là, que je mentionne là. Donc c'est sur 1500 patients en adjuvant, patients opérés d'un cancer du côlon et après ou pas la chimiothérapie adjuvante, introduction de l'aspirine, et ben c'est négatif en survie sans récidive, donc aucun bénéfice non plus. Il y a juste peut-être probablement une niche, c'est sur les patients qui ont un syndrome de Lynch. Chez eux, il semble y exister une diminution de 35% du risque de cancer colorectal à dose à partir de 600 mg par jour. Voilà, globalement, pour l'aspirine, le calcium, la prévention chimique, il ne peut pas y avoir de recommandations à large échelle.
Et le rapport bénéfice-risque peut être discuté dans certaines situations. Voilà, donc prévention secondaire, c'est le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. Bah voilà les ennemis publics. Donc à gauche, vous avez un adénome un peu typique. Et puis à droite, c'est la même lésion. C'est une lésion dentelée sessile qu'on voit presque pas en coloration naturelle. Et puis en coloration virtuelle à droite, vous la voyez se délimiter un peu plus nettement. Donc c'est clairement ces lésions qui sont à risque de dégénérer. Voilà, et la prévention tertiaire chez les patients qui ont eu ces lésions ou même des carcinomes très superficiels ou qui ont été pris en charge pour un authentique cancer infiltrant, eh ben, c'est de ne pas les oublier parce qu'ils sont plus à risque de faire d'autres cancers ou d'autres lésions prénéoplasiques. Donc c'est les recommandations de coloscopie de surveillance et d'introduire éventuellement, de modifier les modes de vie pour la prévention. Voilà, alors comment dépister? Donc, on a des armes, comme je vous le disais, assez redoutables. La première, c'est le test immunochimique fécal, le FIT. Donc, c'est un test qui détecte de très faibles doses d'hémoglobine humaine. Donc, c'est largement utilisé de par le monde. C'est efficace surtout dans le cadre d'un dépistage de masse, c'est-à-dire lorsqu'on sollicite tous les patients directement chez eux. Je vais vous montrer un tableau qui montre pourquoi ce qui est majeur pour cet élément, c'est de le faire de façon renouvelée. C'est-à-dire, c'est pas très puissant si on en fait un, mais si on le répète dans le temps, tous les ans aux États-Unis ou tous les 2 ans dans la majorité des pays, et ben ça augmente nettement la sensibilité de dépistage. Il faut bien, par contre, ça exige de bien expliquer les choses et les principes de ce test aux patients, notamment lorsqu'il est positif. Voilà, ça c'est ce qui est envoyé dans le canton de Genève aux patients pour leur expliquer comment ça fonctionne. Euh, c'est le rôle de nous tous de démystifier un peu ce test pour les patients qui sont souvent un peu réticents, mais c'est quand même bien organisé, ça s'envoie par la poste facilement et, euh, et ça peut rapporter gros. Mais c'est important de le faire dans des bonnes conditions, tout est marqué là. En gros, avec un petit écouvillonnage en 5 ou 6 applications sur une selle, et puis on a les résultats rapidement. Alors, quelles sont les performances de ce test? Bon, clairement, dans le cadre d'un dépistage organisé de masse, ça permet de diminuer l'incidence et la mortalité du cancer colorectal. Euh, Comme je vous le disais, c'est quand même un test facile d'accès, facile à réaliser. Il n'y a pas d'inconvénient de type préparation au colis préalable, pas d'interdiction ou de contradiction avec les médicaments. La particularité, c'est que le cut-off de positivité, eh ben, il est à choisir d'un pays sur l'autre ou d'un canton sur l'autre. C'est pas homogène même en Suisse, par exemple. Euh, et la performance du test, bien sûr, dépend de ce cut-off choisi, qui peut être amené à varier en fonction de l'offre médicale en regard, du niveau d'exigence de santé publique, etc. Voilà par exemple le tableau de gauche, vous voyez les performances de ce test à 3 niveaux de positivité, 3 cut-off de positivité sur un seul test. Donc la sensibilité du cancer colorectal avec le cut-off de 30 microgrammes, il est quand même pas excellent, 66, 70%, 70%. Alors que dans l'autre tableau, c'est dans le cadre d'une campagne de dépistage avec des tests répétés, pour le même cut-off, on augmente à 80, 85% en gros. Donc c'est pas mal. Bon, ce tableau permet de vous montrer également, en gros, voilà, qu'est-ce qui est acceptable, le nombre de coloscopies inutiles finalement en regard de la sensibilité qu'on a décidé, euh, et enfin la sensibilité pour les adénomes avancés également, donc les lésions précancéreuses. Mais c'est un outil assez formidable. Il y a un deuxième outil formidable, donc bien sûr, vous vous doutez que je vais vous parler, c'est la coloscopie, c'est le couteau suisse pour cette pathologie, c'est le couteau suisse du gastro-entérologue qui permet
c'est quand même un outil, il y a peu d'examens paracliniques qui permettent de faire et du diagnostic, de la détection, de la caractérisation, le bilan d'extension de la maladie, les diagnostics différentiels, les résections, et par ces résections participe à l'authentique prévention du dépistage, la prévention du cancer, voilà. Parce qu'une mammographie, ça démontre, enfin, tous les autres examens, je vous défie de trouver un examen qui permet de participer et au diagnostic et à la prévention à proprement parler. Donc c'est vraiment un bel outil qui a bien sûr euh, ses, ses exigences, mais en termes d'efficacité, pour le cancer du cancer colorectal, c'est assez net. Je vais pas trop m'apesantir sur les études, mais globalement, ça, c'est les cohortes de patients polypectomisés lors des coloscopies. L'incidence du cancer colorectal diminue de 67%, 76, 76%. Euh, pour pour la mortalité, 53% sur ces très grandes études, hein, publiées dans New England. Ça, c'est l'impact de la coloscopie, hors polypectomie exclusive. Pareil, les incidences, donc c'est des méta-analyses. L'incidence est réduite de façon particulièrement nette dans le côlon gauche et de façon moins efficace dans le côlon droit, probablement du fait des lésions festonnées qu'on a longuement ratées dans le côlon droit parce qu'on avait des endoscopes moins performants et qu'on ne connaissait pas ces lésions. Et puis en termes de mortalité, d'excellents chiffres également. Euh, bon, il y a... C'est on peut encore faire mieux, et on va encore faire mieux petit à petit du fait des nombreux progrès technologiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, bon, un gastro-entérologue, on peut évaluer sa qualité endoscopique avec le TDA, c'est le taux de détection des adénomes. Donc le taux de détection des adénomes, en gros, un gastro-entérologue, il est performant s'il a un bon TDA, et il a un bon TDA si il s'applique, il prend le temps, la préparation colique est bonne, il a un endoscope performant, et puis il utilise tout un tas d'artifices, et tous ces artifices et les qualités technologiques des endoscopes, elles ne font que progresser. L'amélioration de ne serait-ce que d'1% de TDA, on estime que ça permet, dans le cadre du dépistage, de diminuer de 3% la mortalité du cancer colorectal. Ça veut dire qu'il faut faire des endoscopies de très bonne qualité pour vraiment faire drastiquement la mortalité chez les patients qui bénéficient d'une coloscopie. Tout ça pour essayer de diminuer cette problématique des cancers d'intervalle qui sont toujours désagréables et qui ne sont pas nuls, qui sont estimés entre 2,5% et 9% des cas. Avec toujours les étapes qui sont la détection de lésions, puis la caractérisation et enfin leur traitement. Voilà tous les artifices dont je vous parle. Donc, il y a la haute définition, il y a la chromoendoscopie, qui peut être soit naturelle, en mettant de l'indigo-carmin, comme vous voyez en droite, ou virtuelle, en bas à droite. Là, c'est selon les firmes, voilà, il y a plein de coloscopies virtuelles. Il y a les techniques de coloscopie sous-marine qui permettent d'augmenter la sensibilité de dépistage et de bien voir les lésions. Il y a l'intelligence artificielle couplée à la coloscopie qui permet d'augmenter le taux de détection des polypes et de mieux caractériser. Il y a des petits dispositifs qui s'appellent endocuffs qui peuvent être placés à l'extrémité de l'endoscope. Il y a des capuchons, il y a le CO2. Bon, voilà, il y a tout un tas d'artifices qui nous motivent à toujours faire mieux. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En gros, on a des classifications endoscopiques qui sont basées sur l'aspect de pit pattern, c'est la surface muqueuse. Le vascular pattern, c'est l'aspect, la microvascularisation des lésions. L'aspect macroscopique, etc. On a tout un tas de classifications qui nous permettent d'avoir un diagnostic nosologique de la lésion un peu plus précis et en fonction, et même de prédire s'il y a un risque de lésion dégénérée. Si c'est le cas, est-ce qu'il y a un risque d'atteindre la sous-muqueuse significative? Voilà. Et de ce fait, quelle est la meilleure technique endoscopique à choisir pour réséquer? Avec des recommandations de la Société européenne qui sont très bien établies maintenant. Donc, au niveau thérapeutique, pour le faire très rapidement, pour enlever les lésions précancéreuses, on a la simple, bon, les biopsies XRS, c'est vraiment
avec la pince à Bussy, c'est vraiment pour les toutes petites lésions, ça se fait presque plus, parce qu'on a des anses coupantes qui sont très performantes, qui permettent d'avoir des marges saines. Donc c'est la polypectomie simple. Et puis il y a la technique de mucosectomie, vous voyez en haut à gauche, où déjà on décolle la lésion, et puis avec des anses et du courant, on peut réséquer, idéalement en monobloc, et parfois en fragmenté, ce qui s'appelle en piecemeal. Et puis ensuite, pour les lésions qui nécessitent une résection monobloc, c'est la dissection sous muqueuse endoscopique euh, qui permet d'enlever des lésions très étendues en conservant l'organe et donc qui sont intéressantes pour les lésions soit à haut risque, soit minimalement invasives dans la sous-muqueuse, mais en donnant une pièce complète pour la pathologie. Je vous montre juste un cas que je trouve intéressant. C'est un patient de 79 ans qui avait fait finalement une première coloscopie de dépistage voilà, 79 ans, malgré 2 cancers avant dont il était guéri, un cancer du poumon et un cancer de prostate. Il y a un certain nombre de comorbidités, mais il était en très bon état général. Et puis finalement, il veut faire une coloscopie qui retrouve une lésion de la jonction, la charnière recto-sigmoïdienne, un peu suspecte, mais sans plus. Et puis voilà la lésion. Donc vous voyez en lumière naturelle, on voit un polype un peu bourgeonnant, mais ça n'a pas l'air non plus monstrueux. Et puis ce que je veux vous montrer, c'est que là, c'est cette même lésion en fait. Eh bien, là on est en underwater coloscopie, c'est-à-dire on est sous l'eau avec la coloration virtuelle. Et en fait, vous voyez cette lésion est très étendue autour du bourgeon que vous aviez vu. Là, on voit les limites, qu'on ne voit absolument pas spontanément, hein. Donc il faut vraiment regarder à la loupe les lésions, savoir à quoi on a affaire. Voilà, voilà le polype bourgeon qu'on voyait, mais la lésion, elle est vraiment beaucoup plus vaste que ce qu'on peut voir. Donc cette lésion, elle a été enlevée par dissection, et puis voilà la pièce qui est envoyée en pathologie. Eh bien, il s'agissait en fait d'un vaste adénome, un tubulo-vileux, en dysplasie de haut grade, et d'un petit cancer strictement intramuqueux qui ne dépasse pas la muscularis mucosae ici présente. Et donc le traitement endoscopique, bah, il a été finalement curatif, et puis ça valait le coup, même à son âge, d'enlever ça pour éviter des inconforts ultérieurs. Donc la limite, quelle est la limite de ces traitements préventifs d'authentique cancer colorectal? Ben, en fait, c'est le risque, c'est le risque ganglionnaire. Et parfois, on est obligé d'enlever la lésion, et puis c'est la pièce de l'étude pathologique qui nous permet de dire si on est dans les clous ou pas, puisqu'on a des critères qualitatifs et quantitatifs euh, qui sont le degré de différenciation. La lésion doit être bien moyennement différenciée. Il ne doit pas y avoir d'embole vasculaire ni lymphatique. Il ne doit pas y avoir de budding important. Et puis, bien sûr, les marges de résection doivent être saines et sans infiltration au-delà de 1000 microns habituellement. Et donc, ces dossiers doivent être discutés en tumor board. Voilà, alors après la coloscopie, il faut respecter une surveillance qui est recommandée selon les différentes sociétés savantes. Celle que je vous propose, c'est celle de la Société suisse de gastroentérologie, qui s'est simplifiée au fil des années. Et globalement, pour les polypes adénomateux que vous voyez là, après une première coloscopie, globalement, c'est 3 ou 10 ans. Pas compliqué, soit c'est un polype à haut risque, adénomateux à haut risque, c'est 3 ans, à faible risque, c'est 10 ans. Pour la suite, ça dépend. Et puis pour les lésions festonnées, qui sont les deuxièmes classes de polypes à risque, c'est un peu pareil. Il y a les hauts risques et les faibles risques. Donc c'est 3 ou 10 ans. Après, ça se complique un peu pour la suite en fonction du résultat de la deuxième, mais globalement, c'est assez simple. Le troisième outil que l'on peut utiliser pour dépistage, c'est la coloscopie virtuelle. Donc c'est reconstituer des images en 3D du côlon. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de sédation. Euh, les limites, c'est qu'il faut également préparer le côlon comme pour une coloscopie, puis que pour les lésions planes, qui sont particulièrement problématiques, c'est moins performant. Et puis,
Euh, voilà, ça n'a pas de place de manière dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal. Mais en cas d'échec de coloscopie, de complément, etc., il y a une place de temps en temps. Alors, qui dépister? Bon, bah voilà, les médecins traitants et les spécialistes de médecine interne ont un rôle majeur à jouer pour personnaliser la démarche de dépistage, euh, rendre pertinent les propositions d'examen de dépistage, et on en parlera un peu plus tard. Donc en fait, c'est de la santé publique hein, à ce niveau-là. Ce qui est montré, c'est que les dépistages, notamment par le FIT, ça fonctionne s'il y a un taux de participation qui est important. Et il y a encore beaucoup à faire pour progresser dans ce domaine. Euh, un point particulier, il faut essayer d'éviter le surdiagnostic, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ça soit pertinent. C'est des patients qui ont de multiples comorbidités, qui ne pourraient pas avoir de chirurgie, etc. Il faut quand même bien réfléchir. Et puis proposer un dépistage à condition que les conditions de démographie médicale permettent d'assurer la prise en charge nécessaire. Alors, quelles sont les populations cibles pour le dépistage? Les patients qui ont des symptômes, ça, c'est hors sujet. C'est les patients qui ont des symptômes d'avoir une coloscopie, ce n'est pas la problématique du jour. Pour les populations considérées à risque moyen, eh ben c'est là que les politiques de santé publique rentrent en cause, avec la nécessité d'installer un dépistage de masse. Pour les populations à haut ou à très haut risque, c'est la coloscopie. Je vais vous montrer un tableau pour des recommandations pour l'âge de début du dépistage et dans certains cas même la chirurgie. Voilà les trois principaux groupes. Donc les patients à risque moyen, c'est ce qui est concerné dans le cadre des dépistages de masse, dépistage cantonal ici en Suisse. C'est les patients asymptomatiques, comme je vous disais, sans antécédent familial ou personnel particulier qui nécessiterait d'emblée une coloscopie. Les patients à risque élevé de cancer colorectal, c'est soit qu'ils ont des antécédents personnels particuliers, notamment une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui évolue sur une forme pancolytique depuis au moins 8 ans, qui ont eu des antécédents de cancer du côlon, des antécédents d'adénome ou les antécédents familiaux. Ceux-là, ils rentrent dans un dépistage individualisé, donc ils ne doivent pas rentrer dans le cadre du dépistage de masse. Et puis les patients beaucoup plus rares qui ont un risque très élevé dans le cadre des prédispositions héréditaires, ceux-là doivent voir un oncogénéticien et puis doivent bénéficier d'une prise en charge très spécifique. Donc là, je vais vous parler pour le risque moyen. Je vous ai mis juste deux tableaux là pour vous montrer que les politiques de dépistage elles varient quand même d'un pays sur l'autre, sur le rythme et sur les modalités. C'est globalement le FIT qui l'emporte dans l'immense majorité des pays en recommandation. La Suisse a fait le choix pragmatique, je pense, de proposer aux patients de choisir soit le FIT tous les 2 ans, soit la coloscopie tous les 10 ans. L'Angleterre, la France, c'est le FIT et les coloscopies donc que en cas de positivité du test. Il y a des solutions hybrides, par exemple aux États-Unis, ils font le FIT annuellement et la coloscopie tous les 10 ans. Certains proposent une sigmoïdoscopie tous les 5 ans. Voilà, donc ça, c'est pour montrer que tout peut se discuter. Là, il y a une petite erreur, je n'ai pas corrigé, mais les États-Unis, maintenant, c'est 45 ans, l'âge de début. Voilà. Alors, ce qui est recommandé, c'est dans le cadre du dépistage organisé, c'est de 50 ans à 69 ans, à risque moyen. Donc, comme je vous le disais, soit FIT, soit colo. La franchise ne rentre pas en compte pour la prise en charge financière. Il y a une exemption de franchise. Donc, les objectifs de ce programme de dépistage, c'est de sensibiliser la population à cette maladie fréquente, de mettre à disposition de la population une information équilibrée, juste, de faciliter l'accès au dépistage, de faire ce choix de la modalité de dépistage, de contribuer à une équité d'accès et d'assurer une qualité de prestation.
voilà ce que ça implique. Les patients sont invités à participer par la fondation ou participent spontanément. Ils ont une information par leur médecin de famille ou bien par la pharmacie. Ils sont inclus s'ils n'ont pas de critères d'exclusion, qui sont ceux que je viens de vous dire, les symptômes, les antécédents familiaux personnels particuliers. Et puis, en fonction de leur choix, voilà leur circuit. Et puis, si le fit est positif et négatif, ils seront invités tous les 2 ans, ainsi de suite. Et si la coloscopie est négative, 10 ans plus tard seulement, ils sont reconviés. Alors, les populations à haut risque, voici quelles sont-elles. Donc, quand il y a des antécédents familiaux de cancer colorectal, soit un cas au premier degré avant 50 ans, soit 2 cas au premier degré, quel que soit l'âge. On recommande à 40 ans ou 45 ans selon la société savante, ou 10 ans avant l'âge du cas index. On peut commencer en fait pendant les premières années à faire des FIT en fait. Et puis les affections à risque, ce sont les maladies inflammatoires du côlon sous la forme pancolitite, au-delà de l'angle colique gauche, à partir de 8 ans d'évolution, donc que ce soit Crohn ou RCH, les acromégalies qui ont un surrisque important, la mucoviscidose, les antécédents de radiothérapie pelvienne, les antécédents de prise en charge de cancer pédiatrique ou de cancer du sein à jeune âge. Ça, c'est population à risque. Là, je vous montre ces schémas pour vous illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que, vous voyez à droite, c'est les cancers du côlon diagnostiqués après 50 ans. Ils sont massivement sporadiques, plus de 90% des cas, et la proportion des formes génétiques est très faible, 3% seulement pour les Lynch, 1% pour les polyposes. Quand on va chez les très jeunes, moins de 35 ans, le taux de prédisposition génétique est drastiquement augmenté, jusqu'à presque un quart sont des Lynch et presque 10% des polyposes. Donc ça doit toujours interpeller les diagnostics chez les patients jeunes de cancer colorectal et surtout les adresser en oncogénétique et faire la recherche d'instabilité microsatellitaire. Alors ça, donc les patients à très haut risque qui ont ces prédispositions. Donc c'est quand même beaucoup de rareté. Vous avez la première ligne, c'est les instabilités microsatellitaires. Donc le syndrome HNPCC, syndrome de Lynch. Donc ça représente quand même, chez les moins de 50 ans, 8 à 10%. Le dépistage est recommandé à partir de 20 ans globalement. Pour la polypose adénomateuse familiale, mutation d'APC, ce n'est que 1% de ces cancers. Le dépistage commence très très tôt, à 12-14 ans, par coloscopie au moins tous les 2 ans. Et puis en général, il y a une chirurgie prophylactique qui est envisagée après. Puis après, il y a toutes les raretés que vous voyez ici, qui, lorsqu'elles sont diagnostiquées, doivent inciter à un dépistage très précoce. Alors, comment améliorer? Je vais pas. Il faut améliorer. Les gastro-entérologues doivent s'améliorer, les politiques de santé publique doivent s'améliorer, les médecins de famille doivent s'améliorer pour augmenter tout ça. Le rôle du gastro-entérologue, c'est d'avoir comme je vous le disais, des coloscopies de haute qualité, complètes, jusqu'au sécom, avec des lavages si besoin, un temps de descente qui doit être supérieur à 7 minutes et utiliser autant que possible tous les artifices techniques. Alors, dans les innovations, probablement, c'est la recherche d'ADN fécal tumoral. C'est innovant, c'est extrêmement sensible, mais par contre, il y a énormément de faux positifs et pour l'instant, ça coûte très cher. Donc, il faudra valider ça à plus grande échelle et il y a des progrès qui sont encore nécessaires. Il y a la recherche de l'ADN tumoral circulant. Et également, c'est le même problème de coût, d'accessibilité et de l'absence de généralisation possible pour l'instant. Voilà, ça c'est le rôle du médecin interne. C'est la plus longue diapo, c'est votre rôle.
en tant qu'interniste généraliste. Donc, participer à la sensibilisation active et à l'information des patients. Euh, Identifier pour chacun d'eux les situations à risque et savoir conseiller la meilleure façon de dépister ou de prévenir le cancer. C'est le suivi des examens lorsqu'ils ont été réalisés. C'est l'intégration éventuellement de nouvelles technologies d'aide au dépistage. Il y a les logiciels d'aide aux programmations des examens, de suivi des patients. Bien sûr, la prévention primaire, c'est tout ce qu'on a vu sur les facteurs favorisants et les facteurs de risque. Il y a un rôle important de coordination avec les autres professionnels de santé qui peuvent être soit les addictologues, soit les endocrinologues, soit les gastro-entérologues, euh, pour coordonner tout ça. Ne pas perdre de vue les patients qui sont à haut risque, soit parce qu'ils ont eu beaucoup de polypes, des cancers, des cas dans la famille. Et puis ne pas oublier, puisque souvent le médecin généraliste c'est celui qui connaît le mieux le contexte familial, etc., ben, de dépistage des apparentés. Voilà, en conclusion, le cancer colorectal est une maladie fréquente et très largement évitable, où de l'incidence et la mortalité peuvent être considérablement diminuées grâce à la prévention et au dépistage. Euh, Deux dernières diapos. Message clé sur la prévention. Donc la nutrition, il faut retenir pas moins de 500 grammes par semaine de viande rouge, le moins possible de viande transformée, considérée par l'OMS carrément comme un produit cancérogène, euh, et favoriser les produits laitiers, les fruits, les légumes et les céréales. C'est des messages assez simples à donner à nos patients. Bien sûr, c'est la lutte contre le tabac et l'alcool, promouvoir l'activité physique et la prise en charge des lésions précancéreuses. Pour le dépistage, eh bien, euh, on peut espérer encore une réduction importante de la mortalité dans les années à venir en arrivant à augmenter le taux de participation aux campagnes de dépistage et grâce aux progrès technologiques, qu'ils soient biologiques ou endoscopiques. Le rôle du médecin traitant est central pour l'information, la sensibilisation et l'adhésion au dépistage du cancer colorectal. Et puis il faudra développer de plus en plus une approche individualisée du dépistage et de la prévention selon les facteurs de risque spécifiques à chaque patient. Je vous remercie beaucoup.